Lorsque les parachutistes descendent et atterrissent en territoire hostile, ils s'attendent à être entourés par l'ennemi. Puisqu'ils seront presque certainement en infériorité numérique et moins bien armés, ils ont dû trouver des moyens uniques de survivre et de riposter. Qu'il s'agisse de méthodes de largage folles, de transporter une puissance de feu supplémentaire, ou simplement de gagner un avantage psychologique avec une coupe de cheveux originale, ils ont imaginé une grande variété d'outils pour accomplir leur mission. La façon la plus conventionnelle de déployer des parachutistes est de sauter d'un avion. L'Union soviétique, elle, avait une idée différente. Dans les années 1930, l'armée rouge expérimentait la doctrine de la bataille en profondeur, ce qui signifiait des frappes profondes et rapides derrière les lignes ennemies. Et les parachutistes étaient parfaitement adaptés à cette stratégie. Il était vital que tous les parachutistes atterrissent ensemble et évitent la dispersion. Alors, plutôt que de sauter individuellement, ils ont essayé une autre tactique. Ils volaient dans un Tupolev TB3, un bombardier converti pour le transport de troupes. Lorsqu'ils atteignirent la zone de largage, au lieu de simplement sauter par une porte, ils sortirent du fuselage et se glissèrent le long de l'aile en utilisant des câbles en acier comme poignées. Une fois les hommes en place, le chef de saut donnait un signal de la main, et le groupe sautait, ou plus précisément, glissait depuis les ailes, déployant leur parachute en tombant. En théorie, tout le monde partirait en même temps, maintenant l'unité groupée et évitant la dispersion. Pendant la guerre, l'armée rouge a été prise au dépourvu par l'opération Barbarossa, et la plupart des parachutistes ont été envoyés au front comme de l'infanterie classique. Quelques opérations aéroportées soviétiques ont eu lieu des années après le début de la guerre, avec un succès limité. Les parachutistes sont par définition de l'infanterie légère. Le poids et les exigences d'espace des opérations aéroportées signifient qu'ils disposent d'un espace limité. La plupart avaient mitrailleuses, mortiers et autres armes lourdes, mais rarement des véhicules. Quelques exceptions existent cependant. Le canon sans recul M20 de 75 mm, une pièce d'artillerie compacte à tir direct, était déjà en service. Le scooter Vespa 150 était également facilement disponible, utilisé par les civils comme alternative bon marché à la voiture, surtout en France et en Italie. Combinez les deux ensemble et voilà la Vespa 150 TAP. Fabriquée pour l'armée française en 1956, la plateforme était légère, bon marché et facile à utiliser. C'est un scooter civil, alors à quel point cela peut-il vraiment être difficile à conduire ? Elle devait être déployée par paires, l'une pour assurer le tir, l'autre pour transporter des munitions supplémentaires. L'intention était que les parachutistes disposent d'une capacité anti-char mobile, pouvant se défendre contre les blindés soviétiques si la guerre froide venait à dégénérer. Aussi étrange que cela puisse paraître, le Vespa 150 TAP a effectivement été utilisé au combat, et s'est révélé étonnamment efficace. Il est discutable de savoir combien de dégâts un M20 peut infliger à un char soviétique, mais l'arme était largement suffisante contre les bunkers, les nids de mitrailleuses et les pièces barricadées. Il a été utilisé avec beaucoup d'efficacité pendant la guerre d'indépendance algérienne, et a pu naviguer facilement dans les rues étroites des champs de bataille urbains, offrant ainsi aux parachutistes légèrement armés un renfort rapide, fiable et efficace en puissance de feu. L'une des préoccupations majeures pour un parachutiste est de savoir comment faire tenir son équipement dans un espace aussi réduit que possible. De nombreux pays résolvent ce problème en dotant les parachutistes d'armes plus compactes. Le Japon a résolu ce problème en donnant à ses parachutistes un fusil de taille normale qui se démontait en deux. Le fusil de parachutiste, type 2 Tera, est presque identique au fusil standard, type 99. C'était un fusil à verrou chambré pour des cartouches de 7,7 x 58 mm qui étaient chargées avec des lames chargeurs de 5 cartouches. La particularité unique était de pouvoir être séparée en deux moitiés. Elles pouvaient être rangées dans un sac séparé pour un saut de combat, puis rapidement assemblées au sol. Elle était maintenue en place par une grande cale filetée qui maintenait les deux parties ensemble, et elle était suffisamment grande et simple pour qu'un soldat entraîné puisse l'assembler dans l'obscurité uniquement au toucher. Environ 21 000 fusils de parachutistes type 2 ont été produits durant la guerre et furent essentiels aux rares opérations aéroportées japonaises. L'une de ces opérations a eu lieu en décembre 1944 aux Philippines. Les parachutistes japonais ont atterri derrière les lignes américaines, causant des dégâts, dont la destruction d'avions d'observation, mais ont vite été submergés par la puissance de feu américaine. La majorité des fusils Ortera type 2 restants proviennent de cette opération, les Américains les ayant gardés comme souvenir après la fin des combats. Probablement l'opération aéroportée la plus célèbre fut celle du jour J ou le débarquement en Normandie. Les parachutistes américains, britanniques et polonais atterriraient avant l'invasion amphibie pour perturber les communications ennemies, empêcher les renforts
et semer le chaos derrière les lignes allemandes. Jake McNeice et les 13 salopards ouvrirent la voie et ont atterri des heures avant les autres. Jake McNeice, lui-même en partie Choctaw, et son unité se sont peints le visage de peinture de guerre amérindienne et se sont rasé la tête en crête iroquoise. Cela n'avait aucune utilité pratique, mais apportait un grand soutien psychologique. Ces hommes furent les premiers à sauter lors de l'une des opérations militaires les plus importantes de l'histoire. Tout moyen de se motiver pour le combat était un grand coup de pouce au moral. D'autres parachutistes faisaient d'appareil, se rasant les cheveux en crête iroquoise avant le jour J. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Allemands avaient diffusé de la propagande auprès de la population civile française, affirmant que l'inévitable invasion alliée serait menée par des parachutistes. Tous étant des criminels condamnés ou recrutés dans des asiles d'aliénés, et qu'on pouvait les identifier à leurs crânes presque rasés. Quand les troupes aéroportées ont appris cela, ils ont trouvé ça hilarant. Quand les parachutistes sautent, ils sont coupés de tout ravitaillement et doivent emporter tout leur équipement avec eux. Cependant, ils ne peuvent transporter qu'une quantité limitée d'équipement. Pour avoir tout le matériel nécessaire, les parachutistes n'étaient pas les seuls à être largués au sol. L'un de ces équipements était le CLE britannique, ou conteneur léger d'équipement. Il en existait plusieurs variantes, mais toutes reposaient sur le même principe de base. Ces cylindres s'ouvraient en deux pour contenir des munitions, des armes, des rations, du matériel radio et tout autre équipement nécessaire. Le CLE pouvait être fixé à l'extérieur d'un avion sur des supports de bombes et, une fois largué, descendait au sol avec un parachute déployé par une sangle d'ouverture automatique. Pour les Allemands, les conteneurs de largage n'étaient pas un luxe, mais une nécessité. Contrairement à leurs homologues américains et britanniques, dont les harnais de parachute avaient 4 points d'attache à l'avant, reliés à une boîte de largage rapide, les parachutes des Fallschirmjäger n'avaient qu'un seul point d'attache au centre du dos. Au lieu d'atterrir sur leurs pieds, ils touchèrent le sol avec les mains et les genoux, puis devaient aussitôt faire une roulade. Ce type d'atterrissage les obligeait à sauter sans fusil, ni autres armes, seulement armés d'un pistolet, d'un couteau et parfois de grenades. Les conteneurs étaient le seul moyen pour les parachutistes allemands de réellement combattre efficacement. Il existe de nombreuses limites pour les parachutistes, et les planificateurs militaires ont travaillé sans relâche pour les résoudre. Ce qu'ils ont trouvé était aussi efficace qu'évident. Il suffisait de faire atterrir tout l'avion. Les planeurs sont des aéronefs sans moteur qui étaient remorqués jusqu'à leur cible par un câble en acier, attaché à un avion plus grand et motorisé comme un C-47 ou un JU-52. À l'approche de la zone d'atterrissage, ils se détachaient et planèrent jusqu'à destination, arrivant silencieusement dans un champ sans que l'ennemi ne s'en aperçoive. Il y a de nombreux avantages à utiliser des planeurs plutôt que de sauter d'un avion. Les troupes atterrissaient ensemble, limitant la dispersion, et les planeurs transportaient des armes lourdes, véhicules ou petites pièces d'artillerie. Ils pouvaient également atterrir sur un terrain ouvert trop petit pour un avion conventionnel. Et il n'y avait aucun risque de perdre un avion conventionnel plus précieux en atterrissant derrière les lignes ennemies. Le plus gros inconvénient, cependant, c'est le manque de contrôle. Ils étaient à la merci de l'avion remorqueur, et une fois détachés, tout reposait sur l'élan et la chance à ce moment-là. Le pilote pouvait diriger, mais un appareil non armé, fragile, fait de tissu et de bois, n'était pas le véhicule le plus sûr. Les crashs étaient fréquents, et ils pouvaient subir des pertes avant même de rencontrer l'ennemi. Mais malgré leurs limites, ils ont joué un rôle essentiel dans les opérations aéroportées tout au long de la guerre, en déposant des troupes et des véhicules derrière les lignes ennemies, bien avant que les hélicoptères ne soient développés. Ce ne sont là que quelques-unes des astuces ingénieuses dont les parachutistes ont tiré parti de leurs limites, entrant dans la légende, les pieds les premiers,